Bienvenue à toutes et à tous dans le Mag-Orient. Au sommaire, Daesh versus Al-Qaïda. Rien ne se perd, tout se transforme. Quelles sont les similitudes mais aussi les différences entre ces deux organisations qui se disputent le leadership du djihad mondial? On en parle dans cette émission avec nos invités à Tel Aviv et à Paris. Et si dans 30 ans, les Européens demandaient le droit d'asile à la Tunisie? Inverser les rôles pour plus d'empathie envers les réfugiés. C'est ce qu'a imaginé Ted Hardy Karnak dans son dernier court-métrage Tunisie 2045. Le réalisateur français sera l'invité témoin de la seconde partie du Mag-Orient. Mais tout de suite, place au débat. Même djihad, même combat, Daesh et Al-Qaïda rêvent tous deux d'un islam planétaire, mais depuis 2006, l'étoile montante de la galaxie djihadiste a donné un sacré coup de vieux au label historique. Pas étonnant donc que la maison mère tente par tous les moyens de retrouver sa gloire perdue, scission, allégeance. En terrorisme comme en chimie, rien ne se perd, tout se transforme. Et pour en parler, voici les invités qui ont répondu à notre invitation. Ephraim Herrera, bonsoir. Vous êtes docteur en histoire des religions, spécialiste de l'islam et du djihad. Vous êtes notamment l'auteur de Djihad, de la théorie aux actes, aux éditions Elkana. En diplex depuis Paris, le général Dominique Trinquant, bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, consultant en relations internationales. Et puis, comme chaque semaine avec moi en plateau, Lise Barenbaum, bonsoir. On est ravis de vous retrouver. On vous retrouve juste après l'entrée en matière de David Gomba. Ce sont deux nébuleuses qui se font concurrence. Al-Qaïda, l'historique, contre Daesh, l'étoile montante. Toutes deux sont nées des cendres de guerre, celle entre les Moudjahidines afghans et l'URSS pour Al-Qaïda, et celle en Irak dans les années 2000 pour Daesh. Une guerre entre les deux grands du djihadisme mondial, parfois physique, souvent symbolique. 11 septembre 2001, le monde découvre avec effroi Al-Qaïda et son chef, Oussama Ben Laden, qui revendique les attentats contre le World Trade Center. Al-Qaïda, une organisation terroriste en lutte contre l'Occident et les valeurs qu'il représente. Il a des visées expansionnistes et frappe principalement à l'étranger. Quant à Daesh, sa stratégie affichée est plus régionale. Son objectif, créer un grand califat au Moyen-Orient dans un premier temps, puis dans le reste du monde musulman et ensuite seulement en Occident. Les deux organisations ne se font pas seulement concurrence sur le terrain du recrutement de djihadistes. Sur plusieurs fronts, les combats sont bien réels. En Syrie principalement, où le front Al-Nusra, branche locale d'Al-Qaïda, n'hésite pas à attaquer Daesh de plein fouet et vice-versa. Autre terrain de mésentente, l'Afrique. En mars 2015, ce groupe Boko Haram, implanté principalement au Nigeria, prête allégeance à Daesh. Idem en Libye, où les factions ayant rejoint Daesh contrôleraient, selon certaines estimations, 1/5 du territoire. Enfin, dans le Sahel, c'est AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui regroupe la majorité des groupuscules djihadistes. Bamako ou Ouagadougou, AQMI n'hésite pas à frapper fort des cibles occidentales pour remporter la guerre médiatique que les deux mastodontes se livrent. Attention toutefois, les deux organisations ne sont pas hermétiques et les liens personnels entre leurs membres peuvent parfois dépasser les clivages. L'exemple le plus cinglant, les frères Kouachi qui ont commis la tuerie dans la rédaction de Charlie Hebdo et qui se réclament d'Al-Qaïda. Ils se seraient coordonnés avec Hamedi Koulibaly, le terroriste de l'Hyper-Cacher, qui lui a revendiqué l'attentat au nom de Daesh. Tandis que le groupe État islamique étend sa lutte à des cibles occidentales, Al-Qaïda s'efforce de rester sur les devants de la scène djihadiste et n'a certainement pas dit son dernier mot. Lise, bonsoir, honneur aux dames. C'est vous qui ouvrez le débat ce soir avec la question de l'internaute. Oui, j'ai choisi la question de Clara de Montpellier. Et cette question, je vais la poser au général Dominique Trinquant. Général, Clara se demande si Daesh et Al-Qaïda ne sont pas finalement davantage des alliés que des concurrents, vu que les deux organisations ont pour but premier d'imposer l'islam à la planète tout entière. Alors je répondrai qu'ils sont à la fois les deux, ils sont concurrents et alliés. Concurrents au sens où dans le recrutement et dans la captation des fonds, ils sont concurrents. En revanche, ils sont alliés dans les objectifs, c'est-à-dire lutter contre l'Occident. Ils ont une différence fondamentale, c'est que Daesh est avant tout a une volonté d'établir un califat, c'est-à-dire qu'il a une volonté territoriale, ce que n'a pas Al-Qaïda. Alors c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force parce que cela crée un sanctuaire dans lequel les djihadistes peuvent venir avec leur famille et donc établir un État. Et c'est une faiblesse parce que le jour où Raqqa et Mossoul seront capturés, psychologiquement, le califat aura pris un grand coup.
Ephraim Herrera, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est plutôt des alliés ou des concurrents Al-Qaïda et Daesh? Je crois qu'en fait, l'État islamique réalise ou vise à réaliser hic et nunc maintenant et ici le projet global de l'islam orthodoxe, comme posé par Ibn Taymiyyah, ensuite par Ibn Qayyim et ensuite par les Hassan al-Banna, les frères musulmans, imposer politiquement l'islam au monde. Al-Qaïda a eu comme projet central de défendre l'islam et de combattre ceux qui le combattent, à savoir l'Occident, Israël. Mais il n'a jamais essayé, même dans les régions qu'il a conquises, à instaurer la charia et à administrer ces régions. Par contre, al-Baghdadi vise à être le calife qui va imposer l'islam sur l'ensemble du monde. Pour lui, les États musulmans sont renégats du simple fait qu'ils ont mis des frontières à l'intérieur de la Ummah, de la nation musulmane. Et donc il a un projet mondial qui est, un aimant pour tous les djihadistes du monde, puisqu'il veut réaliser le projet de l'islam orthodoxe classique. Dominique Trinquant, je pose la question à l'expert militaire que vous êtes. Est-ce que le fait que Daesh ait établi un califat, un territoire permanent, fait de lui un ennemi plus vulnérable? Oui, bien sûr, l'interlocuteur précédent a eu raison de le souligner. Effacer les frontières, c'est la première marque que le califat a donnée, en citant Saïs-Picot d'ailleurs, qui était les conséquences de la chute de l'Empire ottoman. Et donc que les lieux saints soient occupés par une monarchie qui ait fait accord et établi des frontières est absolument intolérable pour Daesh. Donc j'ai toujours pensé que bien sûr l'Occident est l'ennemi de Daesh, mais que les monarchies qui sont les alliés de l'Occident sont encore plus des ennemis puisque ce sont des renégats. Et Ephraim Herrera, un mot sur l'attractivité des deux organisations. On sait qu'il y a énormément de combattants étrangers au sein des rangs de l'organisation de l'État islamique, très peu dans ceux d'Al-Qaïda. Comment vous expliquez cette différence d'attractivité entre les deux pôles? Parce que Al-Qaïda se limite à quelque chose de défensif et ne vise pas à réaliser le projet de l'islam. Au moins pas dans l'immédiat. C'est un projet lointain. Or, le reproche principal que fait l'État islamique à Al-Qaïda, c'est pas d'être renégat, c'est de ne pas avoir de projet eschatologique clair. D'accord? Et en plus, ils font des compromis avec l'Occident. Quand Jaolani s'est engagé à ne pas attaquer en Syrie de cibles occidentales, ou bien en faisant des accords avec l'Afghanistan, ou bien en étant trop hiérarchique, en étant borné à l'AQMI, à l'AQPA et à l'Afghanistan et au Pakistan, alors qu'eux ont un projet mondial qui vise tous les musulmans de manière non hiérarchique. Alors Dominique Trinquant, en janvier 2015, la France a été tour à tour frappée par l'AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et par l'État islamique, les frères Kouachi à Charlie Hebdo, puis Koulibaly à l'Hypercacher. De qui aujourd'hui la France a le plus à craindre? Écoutez, je crois des deux, très honnêtement, les mouvements terroristes recrutent en particulier en Europe. Je voudrais rappeler qu'il y a à peu près 5000 Européens qui combattent actuellement dans les rangs de Daesh, et sur ces 5000, à peu près 2/5 viennent de France. Donc ce sont des chiffres. Maintenant, pour les frappes, quelles qu'elles soient, qui sont faites en Europe, et en France en particulier, pour l'instant, on ne découvre qu'après les enquêtes, en fait, la différence que nous marquons entre Daesh et Al-Qaïda. J'avoue que pour les victimes, peu importe, et ce sont deux mouvements qui, pour moi, terroristes, ont le même objectif de destruction des valeurs occidentales et qui sont aussi dangereux l'un que l'autre. Simplement, Daesh, aujourd'hui, recrute beaucoup plus facilement et donc en volume représente un danger plus grand. Merci, c'est très clair. Coup de projecteur à présent, messieurs, sur un hyper-terroriste au royaume de l'AQMI, ce borgne algérien et roi. C'est lui qui aurait commandité le dernier attentat de Ouagadougou. Son nom, Mokhtar Belmokhtar. Voici son portrait très orienté. Il est signé Solal Azeroual. Prénom, Mokhtar. Nom de famille, Belmokhtar. Profession, djihadiste. Et pas seulement. Émir Delmourabitoun, Mokhtar est le PDG d'une petite start-up terroriste qui commence à monter. Les propositions de rachat affluent de toutes parts. Les Américains offrent 5 millions de dollars pour sa tête. Et la franchise Mokhtar, depuis l'opération Serval, est numéro 1 sur la liste des militaires français. À 43 ans, le CV de Mokhtar Belmokhtar est aussi impressionnant que ses surnoms. Résumons.
En 1991, premier CDI de Moudjahidine en Afghanistan, d'où il chasse les soviétiques. Il laisse un œil au combat et obtient son premier surnom, le Borgne. De retour dans son Algérie natale, il intègre une entreprise locale, le groupe islamique armé. Mais son tempérament de leader l'entraîne dans une guerre des égaux. Plutôt que de perdre son autre œil, il démissionne. Au chômage, Mokhtar s'adonne au trafic, ce qui lui vaudra un deuxième surnom, Mister Marlboro. Contrebande de semoule, de farine, de cigarettes, d'armes, il faut bien gagner sa vie. AQMI lui propose un VIE dans le Nord Mali. Enlèvement, attentat, tout fonctionne bien pour le Ben Laden du Sahara jusqu'à la fin 2012. En raison de son ancienneté, Mokhtar demande le statut d'émir du Sahel, mais la direction s'y oppose. Auto-entrepreneur, Mokhtar lance alors sa propre start-up. Prise du complexe d'In Amenas, attentat suicide au Niger, Mokhtar défie la concurrence et devient l'insaisissable. Impressionné, ses anciens employeurs d'AQMI lui proposent une synergie. Mokhtar signe alors un partenariat bien juteux. Attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, attentat à Ouagadougou, c'est le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Dominique Trinquant, est-ce que l'intervention militaire française, l'opération Serval puis Barkhane, est efficace pour éradiquer le terrorisme dans cette région ? Oui, alors il y a 2 temps dans cette opération. La première opération Serval a été efficace puisqu'elle a empêché la prise de Bamako et a fait reculer les mouvements djihadistes au Mali. La deuxième opération, qui est l'opération Barkhane, en revanche, ne se concentre pas uniquement sur le Mali, mais sur les 5 pays du Sahel, le G5 Sahel. Et cette opération a pour but de soutenir les pays de la région sur la zone située au sud de l'Algérie et au sud de la Libye, et d'interrompre les trafics incessants et la menace qu'il y avait dans ces zones. Alors évidemment, on l'a vu dans les opérations à Ouagadougou récemment, la sécurité à 100% n'existe pas, mais toutefois on peut dire que très nettement, les trafics ont été perturbés, les stocks logistiques ont été détruits, et donc ça n'empêche pas des actions ponctuelles, mais ça empêche une action d'envergure de la part des mouvements djihadistes. Alors qu'il soit un moyen pour l'un ou une finalité pour l'autre, ils combattent en son nom le djihad, 41 occurrences dans le Coran. Alors que dit le livre sacré des musulmans de ce mot si galvaudé? On a posé la question cette semaine dans l'œil de l'expert au recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou. Que dit le Coran du djihad? Le djihad se décline en plusieurs formes. La plus importante, c'est le djihad intellectuel. Le djihad, étymologiquement parlant, veut dire l'effort. Le premier effort sollicité par le Coran, c'est l'effort intellectuel. C'est ce qu'on appelle ijtihad, c'est-à-dire un effort intellectuel poussé à l'extrême pour pouvoir comprendre les significations du Coran et de la tradition du prophète, mais également de comprendre le monde, puisque le Coran renvoie souvent à contempler les vérités de Dieu telles qu'elles se déploient dans la raison humaine, mais également dans l'univers. Puis il y a un appel également à ce qu'on appelle le djihad majeur, celui de l'effort moral et spirituel afin de réaliser un bon comportement droit, une certaine rectitude dans le comportement. Et puis il y a la légitime défense, c'est le djihad militaire d'une certaine manière. C'est un djihad défensif qui consiste à défendre l'intégrité physique, la foi. Il ne s'agit pas d'un djihad offensif pour imposer la foi, mais pour défendre la foi ou bien défendre ses biens, tout simplement. C'est une notion universelle qu'on trouve dans toutes les religions. Quand on est attaqué, on a la légitimité de se défendre. Il ne s'agit pas d'imposer sa foi. D'ailleurs, l'islam ne souhaite pas le conflit. Le prophète de l'islam a dit dans une parole, ne souhaitait pas la rencontre de l'ennemi. Et donc, l'islam, ce n'est pas une religion belliqueuse. Le martyr, c'est celui qui subit la guerre et la mort, et pas celui qui la cherche. Le kamikaze n'est pas le martyr. Le kamikaze, c'est quelqu'un qui cherche à se suicider en déguisant sa mort par une notion de martyr. Des gens qui n'arrivent pas à trouver un sens à leur vie, on leur offre un sens à leur mort. Donc le djihad, c'est une notion coranique noble à l'origine, aujourd'hui malheureusement est utilisée pour des fins
purement géopolitique. Ephraim Herrera, je crois que vous voulez réagir à ces propos de Tariq Obrou. Oui, ce qui est important à comprendre, c'est que le djihad intellectuel et le djihad majeur, le djihad des cœurs, figurent effectivement dans l'islam, mais ils ne remplacent jamais le djihad belliqueux. Et il faut bien comprendre ce que veut dire djihad défensif. Par exemple, toute terre qui a été conquise une fois dans l'islam appartient à tout jamais à l'islam. Et il y a un devoir qui incombe à tout musulman de la libérer. Oui, donc la France jusqu'à Poitiers, toute l'Andalousie, toute la terre d'Israël. La notion de légitime défense est très subjective. Non, c'est ça que disent les textes de la jurisprudence. C'est que le djihad intellectuel et le djihad il ne le remplace pas, ça vient le compléter harmonieusement. Le djihad des cœurs, le djihad intellectuel complète le djihad belliqueux. Voilà, on doit conclure, c'était passionnant. Merci à tous les trois d'avoir enrichi ce débat. On se retrouve dans quelques minutes à peine pour la seconde partie du Mag-Orient. Restez avec nous.